beaucoup pour ces riches échanges qu'on a eus ici à la suite de cette intervention de Caroline et d'Emmanuel. Merci à eux deux encore pour leur partage. On va passer maintenant à la troisième et dernière intervention de cette session avec Marie-Josée et Mathieu. Donc Marie-Josée Goulet et Mathieu Thibault vont nous présenter une communication qui s'intitule Effets perçus par les enseignants et les enseignantes universitaires de la formation à distance sur leur posture et leur relation avec les étudiants et les étudiantes dans le contexte de la crise Covid-19. Voilà, donc je vous laisse la parole. Je vous remercie aussi d'avoir accepté que cette communication soit enregistrée et diffusée publiquement par la suite. Bien, merci beaucoup, Manuela. Alors, je suis Marie-Josée à Gatineau. Mon collègue Mathieu est à Montréal. Donc, nous travaillons à distance depuis le tout début. Alors, je vais partager mon écran à l'instant pour vous montrer le diaporama. Super, on voit très bien, c'est en plein écran, parfait. Bon, excellent. Donc, je vois que les organisateurs, ou plutôt ceux qui s'occupent du programme, ont bien fait leur travail parce que notre présentation est évidemment liée aux deux précédentes. Donc, nous sommes dans le même contexte que dans l'étude de Suzanne et celle aussi de Caroline et d'Emmanuel. Donc, le contexte de la COVID a été très bien résumé. Je ne vais pas revenir là-dessus. Et ce qui me semble intéressant par rapport aux présentations précédentes, c'est que comme Caroline et Emmanuel, nous serons aussi dans la perception des enseignants universitaires, mais pas dans une perspective, disons, organisationnelle, même si cela nous intéresse aussi. Mathieu et moi sommes deux enseignants au département des sciences de l'éducation, soit dit en passant. Donc, comme le titre de notre présentation l'indique, nous, on s'intéresse à l'enseignement universitaire et plus particulièrement à la posture de l'enseignant et à la relation pédagogique qu'il ou elle entretient avec ses étudiants. Donc, dans les études qu'on a consultées, la formation dite à distance ou en distanciel a entraîné des effets. J'ai presque envie de mettre effet entre parenthèses après avoir assisté à la présentation de Christelle Lison ce matin, ou plutôt cet après-midi pour vous. Donc, parce qu'elle disait que c'était très difficile de mesurer les effets. Mais quand même, selon les études qu'on a consultées, il y a des effets sur les pratiques enseignantes. Donc, les trois études qui ont guidé notre recherche sont celles que vous avez à l'écran. Dans Ferron 2017, on a noté, par exemple, des effets sur la conception et la scénarisation des cours. Pardon. Nous avons également noté des effets sur les ressources et les activités proposées aux étudiants et sur l'accompagnement offert aux étudiants. Dans la vaste enquête internationale de Lamel et al. 2014, on a noté des effets sur les rapports étudiants-enseignants, mais c'était dans le contexte de cours hybrides ici plus particulièrement et non dans des cours entièrement en distanciel. Puis, dans Boissonneau 2009, on a noté des effets de l'intégration et de l'utilisation de médias interactifs, plus particulièrement, sur la manière de concevoir l'apprentissage. Et elle dénote même, dans certains cas, un changement progressif de la représentation que les étudiants ont de leur rôle. Donc, un rôle qui pourrait être différent de la détention du savoir ou de la transmission du savoir. Donc, avec cela en tête, et avec un bref rappel de notre contexte particulier au Québec, on va être en mesure de pouvoir formuler l'objectif de recherche. Donc, je veux simplement dire par rapport au contexte que on ne va pas parler de la session qui s'est terminée abruptement en avril, mais plutôt du trimestre, nous, qu'on appelle le trimestre d'été, qui commence au mois de mai. Donc, les observations qu'on va vous présenter ont été tirées à partir de cette expérience-là. Donc, nous, au Québec, dans le contexte de la pandémie, toutes les universités ont été obligées de donner leurs cours entièrement à distance. Et il faut savoir que dans notre université, donc l'Université du Québec en Outaouais, les cours sont normalement donnés entièrement en présentiel, sauf quelques initiatives, disons, personnelles.
C'était donc exceptionnellement inusité pour nous de devoir enseigner entièrement à distance. Donc, dans ce contexte-là, Mathieu et moi, on s'est intéressé à décrire les effets de la distance ou du distanciel tels que perçus par les enseignants de notre université sur leur propre pratique enseignante. Et on a orienté la recherche sur 2 sujets spécifiques, parmi évidemment de nombreux sujets qui auraient pu faire l'objet de cette étude-là, à savoir la relation pédagogique entre l'enseignant et ses étudiants et la posture de l'enseignant. Donc, on n'a pas la prétention de vous présenter aujourd'hui une recherche complètement aboutie. C'est important de le mentionner. La collecte de données s'est terminée il y a environ 2 semaines, donc les résultats sont assez chauds et on vous présente une analyse préliminaire. Disons, pour faire un jeu de mots, que ce sont les résultats d'une première vague de plusieurs. Donc, pour continuer, je vais dire quelques mots sur la méthodologie. Donc, on a recueilli les perceptions des enseignants par le biais d'un questionnaire anonyme en ligne qui a été fait avec Lime Survey. Nous avons 19 questions, dont 7 à choix multiples et 12 à développement. Et ces questions ont été puisées à même le questionnaire de Lamel et al. 2014. Et nous avons adapté les questions pour les besoins de notre étude. Par exemple, nous n'avons pas de questions oui, non. En fait, la plupart de nos questions sont à développement car on voulait que les répondants entrent dans les détails et qu'ils se racontent. Donc, comme c'était la première occurrence de l'enquête aussi. Donc, le questionnaire est divisé en 3 sections. Dans la première section, on voulait dresser le profil général des enseignants. Ensuite, dans la deuxième question, le questionnaire permet de décrire les cours donnés par les enseignants et les éléments qui ont fait l'objet d'une adaptation, le cas échéant. Et dans la troisième section, on s'intéressait plus particulièrement aux effets perçus de la formation à distance par les enseignants eux-mêmes sur certaines de leurs pratiques enseignantes, donc toujours avec nos 2 sujets là, qui sont la relation pédagogique et la posture de l'enseignant. Donc, pour les questions à choix multiples, on a calculé des statistiques générales que Mathieu va vous présenter dans un instant. Et pour les questions à développement, on a adopté une approche inductive afin d'identifier les éléments sémantiques récurrents. Donc, chacun de notre côté, on a fait une lecture verticale, donc on a lu les réponses de chaque participant et on a par la suite fait une lecture horizontale afin d'identifier les points de convergence ou de divergence entre les participants. Nous avons mis nos observations en commun et effectué une analyse thématique dans le but d'identifier, d'analyser et de trouver des thèmes à l'intérieur des données. Donc, je laisse maintenant la parole à mon collègue Mathieu. Merci Marie-Josée. Donc, on va vous décrire un peu l'échantillon à partir principalement, en fait, de nos réponses. Donc, on a eu 23 répondants sur une possibilité de 194. Donc, on s'est allié, en fait, avec le décanat à l'université qui a envoyé, dans le fond, à tous les enseignants universitaires qui ont enseigné à la session d'été. Donc, il y avait 194 de ces enseignants. Donc, ça nous donne un taux de réponse de 12 Donc, le critère d'inclusion à ce moment-là, c'était vraiment d'avoir donné un cours à la session d'été 2020. C'est un échantillon qui est non représentatif, mais on n'a pas non plus une visée de généralisation. On voulait, dans le fond, comme Marie-Josée l'a dit, c'était la première vague ou la première collecte, en fait. Mais on vise, on en reparlera tout à l'heure pour la poursuite du projet, mais on vise de poursuivre ces collectes-là. Donc, c'était une première collecte. Et ces 23 répondants-là sont répartis dans 8 départements de l'Université du Québec en Outaouais sur une possibilité de 12 départements. Donc, on va aller voir justement, en fait, à partir à la diapositive suivante. Marie-Josée. Donc, on a, en fait, à partir de la première section qui était le profil général des répondants, on a pu, une des questions, c'était le nombre d'années d'expérience des enseignants. Donc, on peut voir que notre échantillon est réparti. On a toutes les tranches d'expérience, en fait, qui sont représentées. On peut remarquer qu'il y a environ la moitié de nos répondants qui ont moins de 15 ans d'expérience et l'autre moitié qui ont plus de 15 ans d'expérience, ou 15 ans ou plus. Ensuite,
À la prochaine diapositive, on leur a demandé combien ils enseignaient à combien d'étudiants dans leur cours. Donc, on peut voir ici, encore là, qu'on a par tranche de 10 étudiants, on a encore une fois, toutes sortes de tailles de groupes. Il faut dire que dans le contexte de l'UQO, c'est un contexte qui est particulier. Je crois que c'est possible en Europe, par exemple, d'avoir des cours avec beaucoup plus d'étudiants. Nous, on s'était limité jusqu'à 60 dans nos choix parce qu'il y avait une entente, en fait, une entente avec une négociation syndicale pour ce trimestre d'été 2020, dans le contexte qu'il y avait une entente de maximum 60 étudiants. Donc, c'est pour ça qu'on ne dépassait pas 60. Puis, il y a une moyenne cible aussi qui est à atteindre normalement. Puis, on a, pour tous ces cours-là, en fait, on a autant des cours de premier cycle, deuxième cycle et troisième cycle. Donc, ce qui explique aussi qu'il y a des cours de plus petite taille. Donc, ensuite, on leur avait demandé, est-ce que c'est votre première expérience en mode non présentiel? Donc, on a environ le 2/3 qui nous ont répondu oui, c'est notre toute première expérience en mode non présentiel. Ou qu'on peut appeler à distance aussi, mais à l'UQO, on appelle en non présentiel. Et on aurait le tiers que ce n'est pas leur première expérience en non présentiel. On leur a aussi demandé quel était, selon eux, leur niveau de compétences technologiques sur une échelle de 1 à 10. On voit ici la répartition avec une moyenne de 6,4, avec ce qui revient le plus souvent, en fait, c'est un niveau de 8 sur 10. Et on pense que c'est possible que cette moyenne-là pourrait être biaisée peut-être à la hausse, considérant que les personnes enseignantes qui ont décidé de donner le cours peut-être se sentaient plus à l'aise avec les outils technologiques en sachant très bien qu'ils s'embarquaient dans un cours qui devait être enseigné à distance. Donc, on va enchaîner maintenant avec la présentation des résultats. Je laisse la parole à Marie-Josée. Oui, alors on va commencer par voir ce que les enseignants affirment avoir fait dans leurs cours à distance, donc que ce soit en mode synchrone ou asynchrone. Notre analyse, en fait, a permis de dégager 2 stratégies générales d'adaptation, puis on voit là, qu'il y a des choses qui se recoupent avec la présentation précédente. Donc, il y a un groupe d'enseignants dans notre échantillon qui semble avoir carrément reproduit leurs cours sur Zoom. C'est-à-dire que toutes les activités normalement effectuées en classe, que ce soit les exposés magistraux, les ateliers, les débats, etc., ont été transférées sur Zoom en mode synchrone. Et il y a quelques étudiants qui sont allés jusqu'à enregistrer leur cours pendant 3 heures et à le rendre disponible là, sur la plateforme Moodle pour les étudiants. Et d'un autre côté, certains enseignants ont plutôt adapté, voire transformé leur cours, par exemple en augmentant le nombre d'exercices pratiques, en répondant aux questions des étudiants dans un forum ou en créant des vidéos. Et dans certains de ces cas, les activités ont été effectuées parfois en mode asynchrone. Donc, en effet, et c'est sans surprise, là, on a 15 répondants sur 23 qui, à la question là, plus spécifique sur les effets perçus dans les activités, affirment que l'enseignement à distance ou en non présentiel a engendré des effets sur les activités qu'ils ont proposées aux étudiants. Donc, par exemple, comme je le disais tout à l'heure, ajout de lecture, de travaux, d'exercices, présentations qui sont transformées avec commentaires ou narration ou même capsule vidéo et des examens qui ont été conçus à développement plutôt que de mémorisation. On voulait savoir aussi plus spécifiquement si le non-présentiel avait affecté les exposés magistraux parce que les exposés magistraux sont parfois associés avec une posture spécifique de l'enseignant qui détient le savoir ou qui transmet le savoir versus une posture plus d'accompagnement ou de facilitation. Mathieu va revenir là-dessus tout à l'heure. Et pour 5 enseignants sur 23, il n'y a eu aucun changement dans les exposés magistraux. 10 enseignants ont quant à eux perçu des changements dans leurs exposés magistraux. Comme vous le voyez à l'écran, 6 ont fait des exposés plus courts, 2 en ont fait moins, 1 les a carrément abolis et une autre personne dit en avoir fait plus. Donc, pour donner un exemple, le répondant numéro 14 dit en parlant des exposés magistraux qu'il faut raccourcir un peu car les échanges et la technologie bouffent du temps de cours. Donc, on a choisi cette citation-là parce que oui, elle
met sur le dos de la technologie le fait qu'on manque de temps, mais aussi on voit apparaître là, la notion d'échange, soit entre les étudiants ou entre le professeur et l'étudiant. Ça, ce serait à préciser évidemment. Donc, un petit bilan provisoire avant de redonner la parole à Mathieu. Donc, pour une partie de notre échantillon, on note que des effets ont été perçus dans les activités proposées aux étudiants, notamment dans les exposés magistraux. Et on pense que cela va généralement de pair avec la stratégie qui vise à adapter son cours pour le mode en non présentiel. Donc, je poursuis dans le fond avec un de nos deux angles, en fait, qui était d'aller voir, s'intéresser à la relation pédagogique. Donc, une façon de s'intéresser à la relation pédagogique entre l'enseignant et les étudiants, c'est d'aller voir les interactions qu'on retrouve entre les enseignants et les étudiants. Donc, on leur a demandé s'ils avaient perçu une différence, un changement, en fait, dans ces interactions-là. Puis, je trouve ça intéressant, en fait, parce que la première présentation du bloc de la session tout à l'heure, donc Mme Kieffer, je ne sais pas si je le prononce bien, mais qui avait dit que les interactions étaient difficiles. Ça, c'était rapporté par les étudiants. C'est quelque chose qu'on a retrouvé beaucoup aussi parmi nos répondants. Donc, en fait, il y en a 6 d'entre eux qui n'ont perçu aucun changement concernant la qualité des interactions avec leurs étudiants. Il y en a 6 qui ont pourtant perçu une moins grande qualité des interactions. Donc, comme on pouvait les lire, ils disaient la possibilité de discuter avant et après les cours est très différente. Cela manque de chaleur humaine, les interactions sont froides donc, par rapport à ce qui se fait normalement en présentiel. Une autre personne qui nous dit « On arrive à créer des interactions intéressantes, mais jamais aussi significatives, à mon avis, qu'en présentiel. La relation de confiance qui peut s'établir entre l'étudiant et le professeur est à peu près impossible à se concrétiser. » Donc, on voit qu'il y a ici une perte de qualité des interactions selon ces 6 enseignants-là. Mais au contraire, il y en a 3 autres qui ont pourtant perçu une plus grande qualité des interactions. Donc, en disant que oui, les réponses sont plus précises, plus détaillées, puis ça nous permet de toujours vérifier, demander si la personne a compris la réponse. Donc, ça, c'était pour la qualité des interactions. Donc, si on enchaîne maintenant avec, on leur avait demandé, dans le fond, de se situer autant sur la qualité des interactions que la quantité des interactions. Donc, encore une fois, il y en a 4 qui n'ont perçu aucun changement concernant la quantité des interactions avec leurs étudiants, mais il y en a 9 qui ont perçu une moins grande quantité d'interactions, en disant, par exemple, beaucoup moins de contacts et d'échanges avant et après le cours, comme on pourrait le faire normalement en personne. Mais il y en a 3 qui ont perçu une plus grande quantité des interactions, en disant, par exemple, il y a davantage d'interactions, des interactions tant verbales qu'écrites. Les étudiants sont plus à l'aise de renchérir sur une question ou de mentionner qu'ils ne comprennent pas, et cela est bénéfique pour tout le groupe. Donc, on peut voir quand même qu'il y a plusieurs enseignants qui ont perçu des changements dans leurs interactions. À notre avis, ces changements-là peuvent affecter la relation pédagogique, positivement ou négativement selon le cas. Puis, il est à noter quand même qu'il y a eu des changements qui ont été perçus autant pour la qualité que pour la quantité, mais les changements n'allaient pas nécessairement de pair, n'allaient pas nécessairement ensemble, dans le sens où, oui, il y en a qui ont dit il y a moins de qualité, moins de quantité aussi, mais on voyait aussi il y a moins de quantité d'interaction, donc moins d'interaction, mais la qualité est plus grande. Donc, ça n'allait pas nécessairement dans le même sens. Bon, évidemment, on n'a pas suffisamment de répondants pour confirmer ou infirmer quoi que ce soit, mais on se demande si une prise de conscience sur la qualité et la quantité des interactions pourrait engendrer des effets sur d'autres aspects de l'enseignement dans le contexte en non présentiel. Donc, est-ce qu'un enseignant qui perçoit un effet négatif sur la relation pédagogique peut-être ne voudrait pas, consciemment ou non, compenser d'une certaine manière? Donc, ça, c'est des questions qu'on se pose encore actuellement. Ensuite, on s'intéressait, l'autre angle qui nous intéressait, c'était la posture d'enseignement. Donc, on leur a demandé s'ils avaient ressenti, dans le fond, un changement par rapport à leur rôle ou leur statut d'enseignant. Il y a 14 enseignants qui n'ont perçu aucun changement dans leur rôle. Et ça s'explique qu'il y en a qui ont perçu aucun changement dans leur rôle parce qu'ils se voyaient déjà comme un facilitateur, comme le répondant numéro 6, par exemple. Donc, on pourrait penser que ces enseignants-là, peut-être qu'il y avait une posture d'accompagnateur, cette façon-là d'enseigner peut-être a consolidé leur posture. Donc, ça, c'est possible. Mais il y a 3 enseignants qui ont perçu tel changement, qui ont dit justement, oui, je me suis trouvé plus dans le rôle de support et d'accompagnateur. La personne n'a pas précisé ici. Peut-être que cette personne-là se positionnait avant dans une posture de transmission de connaissances, par exemple, alors que là, passe à un autre rôle. Puis une autre personne qui a dit « J'ai l'impression d'être une vitrine d'information plutôt qu'un enseignant ».
difficile ici d'interpréter en fait si c'est positif ou négatif, cette allégation-là. Ensuite, comme dernière question sur laquelle on voulait revenir, on se disait que concernant la posture, on voulait leur demander aussi s'ils se questionnaient davantage par rapport à l'efficacité de leur enseignement, davantage ou différemment en fait. Puis, on a 8 enseignants qui sont questionnés plus souvent ou différemment qu'en présentiel. Par exemple, en disant « je me sentais moins pertinente parce que les étudiants étaient moins stimulés. Je me pose beaucoup de questions sur les types d'évaluation et la manière de poser des questions qui vont évaluer plus que les connaissances en surface ou leur permettre de faire des liens. Oui, impossible de voir le visuel de chaque étudiant, alors qu'en classe régulière, je les vois tous et je peux plus facilement détecter s'ils ont bien compris ou pas. » Puis, parmi les 10 enseignants qui ont perçu aucun changement, certains se disent aussi continuellement en questionnement. Donc, ça ne veut pas dire qu'ils ne se questionnent pas, mais ils n'ont pas perçu de questionnement, de changement par rapport à leur questionnement habituel. Pour la discussion, je vais laisser la parole à Marie-Josée. Il faut allumer son micro, par contre, Marie-Josée. Oui, ça, c'est une bonne idée, hein, d'allumer le micro. Donc, merci beaucoup, Mathieu, pour ta présentation très claire. Donc, les résultats qu'on vient de vous présenter, vous l'avez sans doute remarqué, sont diversifiés, hein. On a l'impression qu'ils vont parfois dans des directions opposées, mais on va essayer quand même néanmoins de faire le bilan de tout ça. Donc, je reprends à l'écran la question annoncée dans notre résumé, à savoir, est-ce qu'on observe les mêmes effets perçus que dans les cas où la formation à distance est implantée volontairement par l'institution et où les enseignants se sont impliqués de leur propre gré dans cette modalité d'enseignement-là? Et la réponse, c'est oui et non. C'est-à-dire que même si les études recensées ne sont pas tout à fait comparables, ni entre elles, ni avec la nôtre, on observe quand même dans notre modeste corpus des effets similaires à ceux évoqués dans les études antérieures. Par exemple, comme dans l'étude de Ferron 2017, nos répondants ont effectué des changements dans les activités proposées à leurs étudiants, donc toujours en comparaison avec ce qu'ils font normalement en présentiel. Si on compare, deuxièmement, avec la vaste étude internationale là, de Lamel et al. 2014, on peut affirmer, comme eux, que le rapport aux étudiants et à leur apprentissage est affecté dans certains cas. Dans notre cas, par contre, il faut préciser qu'il s'agit d'enseignement complètement à distance, alors que dans l'étude de Lamel et al., on parle d'enseignement hybride. Il faut aussi préciser, là, dans le cadre de ce petit bilan, que plusieurs des effets qui ont été rapportés par les enseignants sont perçus négativement. Et si on compare avec Boissonneau 2009, je dirais que nos résultats ne sont pas aussi convergents que les siens concernant la posture de l'enseignant. Mais Mathieu et moi, on se dit que peut-être cela est dû au court laps de temps qui s'est écoulé entre l'obligation d'enseigner à distance et la réflexion chez les enseignants. Donc, ce genre de changement-là sur la posture s'effectue probablement dans la durée. Donc, au terme de la présentation, il faut évidemment prendre en considération les limites de la recherche parce que ça va délimiter un peu les ajustements qu'on va faire. Donc, il faut mentionner que notre questionnaire était assez long. C'est ce qu'on nous a dit. Et il faut aussi ajouter à ça que l'administration de l'université a envoyé en même temps un questionnaire similaire. Nous le savions, mais cela peut expliquer le petit nombre de participants qu'on a eu parce qu'il était doublement difficile de convaincre les enseignants de répondre à notre enquête. On a aussi constaté que des questions se recoupaient. On l'a constaté avec les réponses des participants. On a aussi constaté que certaines questions étaient peut-être moins bien comprises, même si nous avions fait tester le questionnaire par 3 collègues. Et certaines réponses nous ont laissé sur notre faim. Donc, pour conclure, nous allons améliorer le questionnaire, par exemple en fusionnant des questions, en reformulant celles qui ont posé problème. On veut aussi conduire des entrevues semi-dirigées afin de dégager, entre autres, les logiques d'action des enseignants, hein, pour essayer de comprendre pourquoi ils ont fait ceci ou cela. Nous aimerions aussi suivre l'évolution des enseignants dans leurs expériences pour tenter de pas seulement décrire les effets, mais aussi les comprendre, toujours en nous concentrant sur la relation pédagogique et la posture.
Et ça continue. Hein. On veut aussi effectuer une analyse des cadres théoriques existants qui pourraient servir à expliquer les faits que nous allons observer dans le futur. Et finalement, nous aimerions pouvoir déployer le questionnaire dans d'autres universités au Canada, en Europe ou ailleurs, ce qui ouvre la porte peut-être à des collaborations. Merci. Et ben voilà, la perche est tendue, le message est passé. On n'hésitera pas à le relayer auprès des collègues. Super. Est-ce qu'il y a des questions, d'éclaircissement, des remarques, peut-être des propositions de partage?